Cet endroit a tendance à être silencieux. Mais sur Terre, ça a toujours été bruyant quand il s'agit de l'espace. Parce que l'espace, ce n'est pas seulement une affaire de découverte, c'est aussi, et depuis toujours, une affaire de compétition. Par exemple, que ce soit la mission d'Elon Musk pour coloniser Mars ou le nouveau programme lunaire de la NASA. Même la Chine fait la une, avec sa propre station spatiale, ses atterrisseurs et ses missions vers Mars. Alors, où en est l'Europe ? This is Europe's man on the moon moment. L'Union européenne ne reste pas tranquillement sur la Terre à regarder Star Trek. Elle est bel et bien engagée dans la course à l'espace. Et dans certains domaines, elle est même en tête à l'échelle mondiale. Dans cette vidéo, on va voir ce que fait l'UE dans l'espace, comment elle se compare aux géants mondiaux et ce qui l'attend pour la suite. Avant de passer aux choses vraiment cool, fusées, missions spatiales, satellites, prenons un instant pour expliquer comment l'Europe est organisée dans le domaine spatial. Parce que, comme souvent avec l'UE, ce n'est pas aussi simple que d'avoir une seule NASA comme aux États-Unis. Voici comment ça fonctionne. D'abord, plusieurs pays européens ont leur propre agence spatiale nationale, centrée sur la recherche et les petites missions. L'Allemagne a le DLR, le Centre aérospatial allemand, la France a le CNES, le Centre national d'études spatiales, l'Italie a l'ASI, l'Agence spatiale italienne, et bien d'autres encore. Mais quand il s'agit des gros projets, rovers martiens, satellites scientifiques, observation de la Terre, fusées, ces agences unissent généralement leurs efforts via l'Agence spatiale européenne ou l'ESA. L'ESA est la principale agence spatiale européenne composée de 23 États membres, dont 3 qui ne font pas partie de l'UE. La Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse. En 2025, l'ESA dispose d'un budget d'environ 7,9 milliards d'euros et c'est elle qui conçoit et gère les grandes missions spatiales européennes. Ensuite, il y a l'Union européenne. L'UE finance principalement des programmes spatiaux stratégiques à l'échelle pan-européenne et travaille sur des lois visant à harmoniser les activités spatiales entre ses États membres. À noter, l'ESA ne fait pas partie de l'UE, c'est une organisation internationale indépendante, mais bon, les deux collaborent assez souvent. En fait, l'UE est l'un des plus gros bailleurs de fonds de l'ESA, finançant des programmes phares comme Galileo, navigation par satellite, Copernicus, observation de la Terre, et IRS-CARE, Internet satellite sécurisé. Et aujourd'hui, environ 23% du budget de l'ESA provient directement de la Commission européenne. Ça reste un budget conséquent. Rien que les 7,9 milliards d'euros de l'ESA en font la troisième agence spatiale la mieux dotée au monde, derrière seulement la NASA aux États-Unis et la CNSA en Chine. Mais quand même devant Roscosmos en Russie et l'ISRO en Inde. Et ce n'est pas toute l'histoire. Car si l'on additionne les budgets nationaux de tous les pays comme la France, l'Allemagne et l'Italie, les dépenses totales européennes dans l'espace sont encore plus élevées. Alors, comment se débrouille l'Europe en matière de capacité spatiale ? Commençons avec la chose la plus impressionnante, les fusées. Le lanceur principal européen aujourd'hui, c'est l'Ariane 6, développé par Ariane Group, une coentreprise entre Airbus et Safran, avec la contribution de toute l'Europe. L'Ariane 6 peut transporter environ 11,5 tonnes en orbite basse terrestre, LEO, et environ 4,5 tonnes en orbite de transfert géostationnaire, GTO. Son coût estimé par lancement est d'environ 100 millions d'euros, et elle a jusqu'à présent effectué 2 vols, ayant remplacé l'Ariane 5, qui a pris la retraite en juillet dernier. Important. Il n'existe actuellement aucune capsule spatiale conçue pour des missions habitées sur l'Ariane 6. Mais la recherche dans ce domaine est en cours. Regardons maintenant la concurrence, notamment le Falcon 9 de SpaceX d'Elon Musk. Le Falcon 9 est actuellement la fusée la plus lancée au monde, avec à peu près 500 lancements ces dernières années. Elle peut transporter près de 23 tonnes en orbite basse, soit 2 fois plus que l'Ariane 6. Grâce à sa première étape réutilisable, le coût par lancement est bien plus bas, autour de 62 millions de dollars. En plus, le Falcon 9 est capable de transporter des équipages et assure régulièrement des missions avec des astronautes vers la Station spatiale internationale. SpaceX et Ariane ont aussi des lanceurs plus puissants, mais là encore, SpaceX prend l'avantage, notamment parce que l'Ariane 64, la version plus grande, n'a pas encore volé. Les fusées chinoises, russes et indiennes jouent aussi dans la cour mondiale. La Longue March 5 chinoise peut placer environ 25 tonnes en orbite basse, avec des coûts de lancement inférieurs. Et l'Angara A5 russe offre une capacité de charge utile similaire. La GSLV Mark III indienne peut gérer environ 8 tonnes. Donc, concernant les véhicules de lancement, le constat est clair. L'Ariane 6 est fiable et puissante, mais elle fait face à une concurrence féroce de fusées plus économiques et lancées beaucoup plus fréquemment à l'étranger. Si on devait faire un bilan, l'Europe n'est pas très compétitive pour le moment et est loin derrière SpaceX, qui dispose de fusées réutilisables, une technologie que l'Europe ne prévoit pas avant les années 2030. Alors, disons-le franchement, c'est un feu rouge. Et cela nous amène à l'un des atouts majeurs des États-Unis, le secteur privé. SpaceX est la figure de proue.
avec des fusées réutilisables et une fréquence de lancement incroyablement élevée. Mais ce n'est pas la seule entreprise. Blue Origin, Rocket Lab, Firefly Aerospace et d'autres encore innovent sans cesse et font baisser les coûts. Mais l'Europe compte aussi quelques startups spatiales privées prometteuses. La société espagnole PLD Space travaille sur la famille de fusées Miura et l'allemande Isar Aerospace a récemment tenté un lancement en Norvège, même si ça ne s'est pas tout à fait déroulé comme prévu. Sur le plan des composants et de l'intégration des satellites, l'ingénierie européenne est en fait très solide. Nous concevons d'excellents sous-systèmes et capteurs. Mais quand il s'agit de lanceurs, surtout à grande échelle, le secteur privé américain est tout simplement loin devant. Si on devait attribuer un statut à l'Europe ici, ce serait probablement Orange. Un autre domaine où l'UE est désavantagé par rapport à des pays comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, voire la Russie, c'est la coordination. Ce sont des pays uniques avec un seul gouvernement, un seul cadre légal, un seul marché. L'UE, pas si simple. Mais cela est sur le point de changer. Avec la nouvelle loi européenne sur l'espace, le UE Space Act. Son objectif, créer un marché unique pour les activités spatiales, un seul marché, un seul ensemble de règles, avec des normes communes en matière de sécurité, de résilience et de durabilité. Prenons la sécurité. Aujourd'hui, il y a environ 11 000 satellites en orbite. D'ici 2050, ce nombre pourrait atteindre 50 000. Pour éviter que l'espace ne devienne une décharge, le Space Act encourage des règles communes, comme l'obligation de disposer des satellites en fin de vie de manière sûre afin de limiter les débris spatiaux. Ensuite, la résilience. Les cyberattaques visant les satellites augmentent rapidement et coûtent actuellement plus d'1 milliard d'euros par an à l'industrie. L'UE veut des normes de cybersécurité adaptées aux opérateurs spatiaux pour rendre le système plus robuste. Et enfin, la durabilité. En appliquant des analyses du cycle de vie aux missions spatiales, l'Europe peut rendre ses lancements plus propres, moins coûteux et plus efficaces, de la production au lancement jusqu'à l'élimination. En résumé, il s'agit de libérer le potentiel de l'UE comme puissance spatiale sérieuse. Cela dit, cette loi n'a pour l'instant été que proposée et doit encore être adoptée par le Parlement et le Conseil. Sans oublier qu'il faudra ensuite la mettre en œuvre. Jusqu'à ce que cela arrive, l'Europe reste donc orange dans ce domaine. Passons maintenant aux satellites, comme les satellites de navigation, un service que vous utilisez probablement tous les jours sans même vous en rendre compte. Quand vous ouvrez Google Maps ou demandez un itinéraire, les satellites localisent discrètement votre position exacte. En 2025, l'Europe compte 28 satellites Galileo en orbite et d'autres sont prévus jusqu'à atteindre une capacité totale de plus de 30 satellites. Et ils sont vraiment impressionnants. Galileo offre un suivi plus précis que tout autre système public dans le monde. Il peut vous localiser avec une précision allant jusqu'à 20 cm, mieux que le GPS américain ou le Baidu chinois. Et contrairement au GPS, qui est géré par l'armée américaine, Galileo est entièrement contrôlé par des civils. Cela confère à l'Europe à la fois indépendance et fiabilité, en temps de paix comme en temps de crise. Donc, concernant les satellites de navigation, l'Europe n'est pas en retard, elle est à l'égalité, voire en avance. Le statut est donc vert. Passons maintenant aux satellites de communication. Ce sont les systèmes qui transmettent Internet et les données sécurisées à travers le monde, surtout dans les zones reculées où les câbles et les antennes relais n'arrivent pas. Pensez à Starlink, le projet d'Internet par satellite d'Elon Musk, le leader incontesté dans cette catégorie, avec près de 8000 satellites en orbite basse, offrant un service haut débit global. Pour l'instant, l'Europe ne possède pas encore son propre réseau satellitaire à grande échelle. Et c'est là qu'intervient IRS-CARE. C'est la future constellation sécurisée d'Internet par satellite de l'UE, conçue pour connecter l'Europe et ses voisins. Mais ce n'est pas seulement pour du Wi-Fi dans les Alpes. IRS-CARE fournira des communications cryptées pour les gouvernements, les services d'urgence et, à terme, un usage militaire. Les premiers satellites devraient être lancés d'ici 2027 avec jusqu'à 170 satellites prévus en orbite basse. Cela garantit un bon service d'ici 2030. Donc, même si les Américains sont largement en avance pour le moment, IRS-CARE est le grand projet européen pour réduire cet écart. Statut orange. Passons maintenant aux satellites d'observation de la Terre. Le programme Copernicus de l'Europe surveille la planète en temps réel. Il suit le changement climatique, les catastrophes naturelles, l'agriculture et la pollution. C'est l'un des systèmes d'observation de la Terre les plus avancés au monde, fournissant des données libres et ouvertes, utilisées par les scientifiques, les décideurs politiques et les services d'urgence du monde entier. Statut vert. Voilà, vous savez tout. Oui, l'Europe est en retard par rapport aux États-Unis et même derrière la Chine dans certains domaines. Mais elle est quand même dans la course. Et avec son poids économique, elle peut jouer un rôle sérieux dans l'avenir de l'espace. Et voici ce que j'en pense. J'espère vraiment qu'on ne va pas étouffer tout ça sous trop de régulation. Oui, les règles comptent. Mais plus que tout, il faut commencer à voir les opportunités et pas seulement les risques. Sinon, on restera là à regarder pendant que nos alliés et nos concurrents mondiaux prennent la tête sous nos yeux. Comme avec l'IA.
Le Space Act est un bon début, mais j'aimerais voir beaucoup plus et vite. Et enfin, si on veut vraiment être dans la course, il faut le faire ensemble. Aucun pays européen seul n'est assez grand pour rivaliser. Mais l'UE, elle pourrait bien l'être. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!